À une 60aine de kilomètres de l'influente Carthage. En explorant les lieux, Thomas d'Arcos met au jour une stèle bilingue. Il écrit ceci à Nicolas-Claude Fabry de Pérès. J'ai été ces jours passés voir mon patron qui est à une sienne métairia, loin de 2 journées de Tunis, vers le pont Nantes, appelé Douka où, et par chemin, j'ai vu et recueilli certaines antiquités que je vous envoie en ma mémoire, que vous trouverez dans le livre que je vous ai dédié. Il ajoute ceci. On en voit encore quelques pierres rompues. En la part méridionale se retrouvent engravées lettres que j'estime être puniques, ou carthaginoises, ou bien syriaques, et se lisent au revers comme l'hébreu, l'arabique et le chaldéen. Un savant maronite, Abraham Echelen, émettra des doutes sur l'hypothèse de Thomas d'Arcos. Il faut attendre le XIXe siècle et la conquête de l'Afrique du Nord par la France pour que l'écriture de cette stèle et d'autres soit identifiée. Entre-temps, le consul anglais Thomas Reed commet un acte de vandalisme volontaire ou non. En arrachant la stèle découverte par Thomas d'Arcos, il endommage comme par hasard la partie libyque de l'inscription. La stèle sera déposée au British Museum de Londres. À partir de 1843, l'archéologue de Saucy parvient à identifier les 2 écritures inscrites sur la stèle comme punique et libyque. Dans le journal asiatique de février 1843, il fait une synthèse de ses recherches, comprenant que la partie punique se compose principalement d'une suite de noms. Il présume qu'il en sera de même sur la partie libyque, si elle en est la traduction, et que la transcription révélera des anthroponymes équivalents dans les 2 langues. C'est ce procédé qui lui permettra de trouver la valeur à attribuer à la presque totalité de l'alphabet amazigh qu'il appelle numidique. Divers chercheurs, parmi lesquels l'officier de l'armée Faidherbe, le médecin Ribot, Joseph Halévy, firent connaître de nouvelles pièces, surtout firent avancer la connaissance du libyque.
seconde stèle, bien plus importante, est découverte sur le même site de Douga, en 1904. Elle compte 5 lignes en punique, suivies de 7 lignes en libique, auxquelles s'ajoute une dernière ligne en punique. Grâce à cette nouvelle inscription bilingue, l'abbé Chabot parvient à trouver la valeur de tout l'alphabet utilisé. Ce dernier fera progresser de manière déterminante la connaissance de l'ancienne Tamazirf lorsque, en 1940, il publie son livre « Recueil des inscriptions libiques ». Il y inventorie plus de 1200 pièces. C'est aussi grâce à ces travaux que nous pouvons considérer avec plus de précision que jamais la stèle de Douga, celle découverte en 1904. C'est de cette pièce que provient la citation de 138 avant Jésus-Christ par laquelle nous avons ouvert notre film dans la première émission. Saken tavega vanifash masensen gelidet, au giyi gelidet, au zelelsan shafat, سباسنده سيكثت سيسا يليذ مكوسان شفط يليذت أو فشان يليذت موسنه شنك أو veni أو شنك. À la vérité, la stèle de Douga est un cas exceptionnel comparé aux autres. C'est la seule stèle parmi les milliers d'inscriptions recensées à travers laquelle une ville rend hommage à un souverain aussi important que Massinasson. Certes, la culture punique a exercé une séduction considérable sur les Imaziren de l'Antiquité. Mais les commanditaires de la stèle, par l'usage du libique, y adjoignent un élément strictement autochtone, un mazir. Ce qui donne à penser qu'il s'agit bien ici d'une affirmation identitaire sans ambiguïté. Né vers 238 et mort vers l'âge de 90 ans en 148 avant Jésus-Christ, Massinasson a régné une cinquantaine d'années. Sa vie et son action sont si riches et complexes qu'il n'est pas possible d'en donner ici un aperçu. Parmi ses nombreux enfants, c'est à Missipsa, Mahussan en Tamazirf, que revient le pouvoir au décès du célèbre Agiliv. Mahussan régnera une trentaine d'années. La stèle qui nous intéresse est un hommage rendu à la mémoire de Massinasson au nom des habitants de Douga. Une traduction approximative pourrait donner ceci. Saken Tavega Vanifash Massensen Gillivet. Les habitants ou citoyens de Douga ont bâti ce temple en hommage à sa majesté Massinasson. Le monument serait daté de la 10e année du règne de Mahussan, transcrit Missipsa en français, soit en 138, 139 avant Jésus-Christ, ce qui pourrait signifier la 10e année où devint roi Mahussan. La stèle est très précieuse pour tous les renseignements qu'elle fournit sur le système de succession des anciens Imaziren et sur la généalogie de Massinasson. Elle nous parle du père de ce dernier et de sa fonction, Giyi, lui-même roi. Massinasson Gilivit au Giyi Gilivit, au Zelelsan Shafot. Elle se réfère au grand-père de Massinasson, Zelelsan ou Zelelessan. Selm Shakar rapproche Zelelessan de Eit Zellel, nom d'un groupe de villages en Kabylie actuelle. Le titre attribué par la stèle à Zelelsen est Shafot. C'est un titre probablement punique qui signifie magistrat de haut rang.
Egil-Liv, connu sur toute l'ère amazirophone, se retrouve plusieurs fois sur la stèle. En 138 avant Jésus-Christ, comme aujourd'hui, le sens principal d'Egil-Liv est roi, souverain. Avec une finale en T, comme dans Egil-Livet, il semble prendre le sens de sa majesté. Comme le révèle la stèle, Egil-Liv semble, au IIe siècle avant Jésus-Christ, posséder des sens annexes comme celui imprécis de chef, voire de maître d'œuvre. En revanche, des titres liés à Egil-Liv, comme plus loin Egil-Liv Gemeil, demeurent énigmatiques. Une partie de Tamazra occidentale, l'actuel Maroc, demeure insuffisamment explorée. Une trentaine de stèles y a été découverte. Elles furent notamment étudiées par Lionel Galland. Ces stèles, par rapport à celles répertoriées à l'Est, présentent des signes inconnus des autres écritures libyques, et pour l'heure non encore déchiffrés. Parmi les inscriptions découvertes dans l'actuel Maroc, dans le Haut-Atlas, une a particulièrement attiré l'attention des historiens, archéologues et linguistes. C'est celle qui a fait connaître Azib Nikis, à Yagour, étudiant en particulier par Jean Malhomme, à qui nous devons les relevés les plus précis sur ce site. Elle fut par ailleurs également étudiée par André Simoneau, Lionel Galland, puis par Gabriel Camps. L'inscription est imprimée sur une dalle de grès. Elle accompagne, ou peut-être complète, une figure anthropomorphe. Selon Jean Malhomme, ce travail est obtenu par polissage, à la différence d'une seconde séquence, tenue pour plus récente, trouvée sur le même lieu et réalisée par piquetage. Néanmoins, pour Jean Malhomme, c'est le même individu qui a gravé l'inscription comme l'œuvre. L'étude de l'environnement archéologique a conduit Gabriel Camps à dater l'inscription de la même période que la figure, à savoir au moins le 6e ou 7e siècle avant l'ère chrétienne. Aujourd'hui toutefois, d'autres spécialistes mettent en cause la synchronie de la figure anthropomorphe et de l'inscription libyenne. C'est le cas de Dominique Kassoujas et d'El Hassan Eziani.
parmi les autres cultes répandus en Afrique du Nord. Et dans les îles Canaries, il y a notamment celui rendu aux montagnes. Certaines peuvent, comme chez les Imaziren du Sud, inspirer tout à la fois terreur et vénération. Dans l'Antiquité, pour les auteurs latins, l'Atlas est le plus souvent évoqué. Pline l'Ancien écrit ceci. « C'est du milieu des sables, dit-on, que le mont Atlas s'élève vers les cieux, âpre et nu, du côté de l'océan auquel il a donné son nom, mais plein d'ombrages, couvert de bois et arrosé de sources jaillissantes du côté qui regarde l'Afrique, fertile en fruits de toute espèce, qui y naissent spontanément et peuvent rassasier tout désir. » Une crainte religieuse saisit les cœurs quand on s'en approche, surtout à l'aspect de ce sommet élevé au-dessus des nuages et qui semble voisin du cercle lunaire. Les sources sont aussi des lieux que les anciens Imaziren ont animés. Cela se fait à travers le mythe d'Anzar et de sa fiancée, l'arc-en-ciel, Tislit Nwanzar. Connu encore aujourd'hui à travers toute l'Afrique du Nord. Ce récit unit la terre et le ciel, le sec et l'humide, la mort et la vie, l'humain et le divin, le matériel et le spirituel ou le magique. Parmi les traits remarquables des croyances anciennes, il y a le culte des pierres, des cavernes. Il y a même une divinité dont le nom serait Bakax. Les cavernes et les grottes sont à la fois un lieu qui éloigne de la civilisation, mais qui en même temps est un lieu de protection et de mystère. Grottes et cavernes plongent l'esprit dans l'obscurité des origines. Mais les grottes et les cavernes sont aussi des lieux sur lesquels la créativité peut s'exercer. Les rochers, aux formes singulières ou qui rappellent l'aspect humain, sont investis d'une âme. On constate que les inscriptions kabyles, outre les stèles, se sont principalement imprimées dans des abris rocheux. Le terme qui désigne la plupart de ces lieux est Ifri, Ifren. Ceux qui les abritent, c'est Azro, rocher. Ainsi, tel Ifri qui se dresse à l'aplomb de la mer Méditerranée. Les femmes y viennent solliciter l'esprit du lieu, afin qu'il les aide à trouver époux ou à avoir un enfant. D'autres, sans nouvelles de leurs aimés, exilés ou égarés par-delà les mers, les appellent par la fenêtre qui ouvre sur le ciel et la mer. Elles se convainquent que l'esprit ou l'âme bénéfique de ce lieu
fera entendre aux absents le rappel implorant, que leur voix, par la puissance du lieu, traversera les eaux et atteindra l'oreille et le cœur de l'aimé. Soyons certains que d'autres rites, aussi émouvants, se sont perdus dans la nuit de la mémoire. Quelle relation ces croyances et ces lieux entretiennent-ils avec l'écriture en tamazight? Comment se fait-il que les traces de l'écriture en tamazight se trouvent sur un territoire aussi vaste que celui de l'Afrique du Nord? Comment l'influence est-elle exercée du nord vers le sud ou du sud vers le nord? On comprend combien la réponse à cette question permettra de résoudre celle portant sur l'origine de tamazight sous sa forme écrite. La semaine prochaine, dans la suite à la fin de notre émission, nous tenterons de répondre à cette question et à d'autres. القرآن أيثما أيسما إيشاويين إمازيغن أنصوفي السوين